Janssen. Vous connaissez peut-être pour avoir lu certains de ses livres. J'ai sur la main le dernier de ses ouvrages, Écoutez le silence à l'intérieur, dont il va nous parler, je suppose, maintenant. Le docteur Janssen a un parcours très particulier, je crois, celui d'être chirurgien, urologue, formé ici à l'Université libre de Bruxelles. Je ne sais pas il y a combien d'années, mais vous direz si vous en avez envie. Voilà. Et donc, qui a été fort interpellé par la manière dont ces patients vivaient leur maladie et étaient pris en charge plutôt par l'extérieur, si j'ai bien compris, par les interventions d'une médecine organisée aujourd'hui occidentale, etc., et pas par l'intérieur. Souvent, ces patients allaient chercher ailleurs leur soutien psychologique, celui qui pouvait les aider à évoluer positivement et à faire évoluer leur maladie vers la guérison. D'après ce que j'ai lu dans votre livre, la solution intérieure, vous avez fait un parcours à travers une multitude de disciplines, de méthodologies, enfin, vous avez du chaman à l'analyse bioénergétique, en passant par des aventures en Inde, peut-être en Chine, je ne me souviens plus, mais un peu partout, et vous avez expérimenté toutes ces méthodologies. Donc, en plus, dans ce livre, en tout cas, vous montrez une très grande rigueur d'analyse critique sur les fondements de chacune de ces méthodologies. Donc je trouve hyper intéressant pour nous de vous avoir ici aujourd'hui avec le titre « Silence et présence, laisser la conscience s'éveiller pour choisir la posture juste ». Vous nous avez laissé en suspense pour le contenu. Maintenant, vous écoutez avec beaucoup de plaisir. Je vais ajouter que vous êtes enseignant, d'abord que vous avez fondé l'école de la présence thérapeutique ici à Bruxelles, et que vous êtes aussi enseignant au centre universitaire Sigmund Freud à Paris. Maintenant, il y a probablement énormément d'autres choses que je devrais ajouter. J'ai envie d'ajouter une chose qu'une de mes collègues de Liège, qui n'est pas ici, et qui vous a entendu il n'y a pas longtemps, Anne-Marie Flamand, m'a dit. Elle m'a dit qu'elle avait été frappée parce que vous aviez dit de votre maman tricotant, qui vous avait peut-être inspiré là quelque chose de l'ordre d'une méditation. Voilà comment j'ai entendu ce que Anne-Marie me communiquait. Voilà. À vous la parole. Je vous ai pas donné de contenu parce que je ne le connais pas. Et encore à cet instant, je vous promets que je ne le connais pas. Mais n'ayez pas peur, on va s'amuser. Je n'arrive plus à donner de conférences. Je considère juste ça comme des rencontres. Et en tout cas, à l'invitation à venir prendre la parole ici ce matin, j'ai répondu positivement d'emblée, même si c'était pas si simple au niveau de l'agenda, mais parce que c'est bien de se rencontrer, mais c'est encore mieux de se rencontrer en famille. Or, j'estime que nous vivons dans la même famille. En deux mots, pour résumer comment je suis arrivé à considérer que je faisais partie de cette famille, que l'on pourrait définir comme une famille
psychocorporelle, énergétique, spirituelle, tous des mots qu'il faudrait peut-être définir et que je vais prendre la peine de définir. Parce que quand on vit en famille, il faut qu'on parle le même langage. Et on en parlait à la pause. Nous sommes tellement entraînés dans nos pratiques, dans la clinique, qu'on ne passe peut-être pas suffisamment de temps à conceptualiser ce que nous vivons. Pas le conceptualiser à partir de théories, mais à traduire ce que nous avons expérimenté pour en faire des théories. Pas partir de là, du mental qui décide quelque chose et qui veut se l'imposer, une représentation préconçue. Non, mais justement, comment traduire clairement et pouvoir le partager de façon générale, transculturelle, puisque nous avons tous des cultures différentes. Déjà, notre histoire personnelle nous crée une culture personnelle, et puis nous vivons dans des univers professionnels différents, et comment partager ça? Et donc je vais prendre le temps de définir certains mots au cours de cette rencontre familiale. Comment je suis arrivé dans cette famille? Eh bien, effectivement, j'ai pratiqué la chirurgie pendant 13 ans. Je l'ai enseigné à l'université de Bruxelles, mais j'ai été formé à l'université de Louvain. Et c'était déjà une drôle d'histoire de quitter une université pour une autre, surtout des universités aussi antagonistes à l'époque en tout cas. Et d'emblée, je me suis senti un homme de pont. Et je ne pouvais pas m'enfermer dans une voie, donc j'avais choisi une spécialité chirurgicale assez large qui était l'urologie. On faisait du chirurgical, du médical, on traitait des femmes, des enfants, des hommes, du malformatif, du cancer, toutes sortes de pathologies. Je voulais quelque chose d'horizontal. Et j'étais très heureux dans ce métier. Je ne l'ai pas quitté parce que je pensais que la médecine n'était pas bonne. Je l'ai quitté, et ça j'ai pu le comprendre tout seulement par la suite, pour des raisons personnelles qui faisaient que je ne vivais pas de manière juste dans ce métier, puisque j'avais une ambition démesurée pour réparer les vieilles blessures de l'enfance, comme tout le monde. Mais en même temps, je m'étais mis une telle pression que si j'y étais resté, j'y serais mort. Et je l'ai entendu le jour où je suis devenu chef de service, j'avais 35 ans, et j'ai entendu « Si tu restes ici, tu vas mourir ». C'était tellement clair que je suis parti en 30 secondes. J'ai signé une lettre de démission et je me suis senti vivre, mais naître, vraiment naître. Et j'ai eu la chance, au cours des mois qui ont suivi, de rencontrer le travail de Barbara Brennan, une physicienne qui était devenue guérisseuse aux États-Unis et qui, dans les années 70, 70, avait été très influencée par le travail d'Alexander Lowen et John Pierrakos. Elle avait même vécu auprès de John Pierrakos et de sa femme Eva Pierrakos-Brock, qui avait créé une communauté spirituelle en Californie, Seven Oaks, la communauté des 7 chaînes, et tout un travail qui s'était mis en place là-bas, le travail du patchwork. Alors pour contextualiser tout ça, et je crois que c'est très important de le contextualiser pour comprendre d'où viennent nos pratiques et rendre à César ce qui est à César, eh bien, on doit beaucoup à Wilhelm Reich. Énormément à Wilhelm Reich, qui pour moi est un des plus grands esprits du XXe siècle, qui a été malheureusement très maltraité, en particulier en France et dans la francophonie, tout simplement parce que Wilhelm Reich était un élève de Freud, et que Freud avait 2 élèves favoris, Carl Gustav Jung et Wilhelm Reich. Carl Gustav Jung disait à Freud, vous vous trompez cher ami, parce que vous ne pouvez pas vous intéresser qu'à la névrose, il faut aussi regarder la psychose. Freud avait très peur de la psychose. Jung était psychotique, il n'en avait pas si peur que ça, il parlait à des êtres invisibles. Et en même temps, il savait très bien que c'était un endroit de notre psyché qui recelait à des trésors incroyables, et que si on les égalait, on comprenait beaucoup de choses par rapport à des pratiques très anciennes, des pratiques chamaniques, entre autres, qui sont là depuis la nuit des temps, et on pourra reparler du chamanisme dans un instant. Parce que je considère qu'un bon thérapeute, et en particulier dans l'analyse bioénergétique, doit être un bon chaman, mais je vous expliquerai pourquoi je dis ça. En attendant, Jung disait ça,
à Freud, et Freud s'entendait de moins en moins bien avec Jung à cause de tout ça, d'autant plus qu'il y avait des phénomènes de jalousie entre les deux hommes, parce que Jung avait beaucoup plus d'argent, il avait fait un beau mariage par rapport à Freud, et donc tout ça était un peu compliqué. Et le rapport à l'argent de Freud était plus que compliqué, comme le rapport au sexe d'ailleurs. Freud était un grand névrosé, produit de son époque, et on lui doit beaucoup, notamment le transfert, le contre-transfert. N'oublions jamais ça dans nos pratiques, et on le doit à l'analyse psychanalytique. Mais d'un autre côté, il y avait Wilhelm Reich. Et Wilhelm Reich disait à Freud, c'est bien gentil de parler du corps, mais il faudrait pouvoir le vivre. Et quand on le vit, on comprend que tout ce que nous avons vécu au niveau intellectuel, émotionnel, est inscrit dans le corps. Et que ça entraîne, pour ne pas vivre, je ne vous fais pas la théorie, je ne vais pas vous faire l'insulte de ça, parce que vous êtes tous dans ça depuis longtemps, mais il disait simplement, tout ce qui a été vécu et qui est désagréable à ressentir est contenu et entraîne des changements de posture qui, à la longue, entraînent des changements de structure. Et en libérant la structure, en libérant la posture, on remet en route toute une dynamique qui va libérer l'émotion et la représentation et le côté plus intellectuel de l'expérience. Freud ne pouvait pas entendre ça. Il ne pouvait pas l'entendre puisque lui voulait coller au schéma scientifique de l'époque qui se voulait analytique. Il a fait une psychanalyse parce qu'il voulait faire de l'analyse de la psyché quelque chose de scientifique. Mais Freud n'est pas du tout un scientifique. Freud est un philosophe qui a pensé l'homme d'une certaine manière, qui a essayé de le conceptualiser, mais ça n'avait rien de scientifique. Mais pour y coller, il a fait son analyse, il a coupé la psyché en morceaux, et puis finalement, il a oublié l'unité de l'être. Et il a oublié qu'on ne pouvait pas parler du corps, il fallait vivre le corps. Parce que l'être n'est pas quelqu'un qui possède un corps, l'être est un corps. L'être est un corps qui pense, un corps qui sent, un corps qui éprouve. Et c'est cette dimension d'unité qui a été perdue à travers toute la démarche scientifique de l'Occident, puisque depuis la Grèce ancienne, ça remonte à la Grèce ancienne, à ce qu'on a appelé le fameux miracle grec, qui, de mon point de vue, n'est pas d'un si grand miracle que ça. Quand, tout d'un coup, quelques philosophes à Athènes ont dit « il faut arrêter d'écouter le monde, il faut le penser ». Parce que jusqu'au 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, on écoutait le monde. En Inde, en Égypte, en Chine. On écoutait le monde, et quand on en parlait, on n'utilisait pas les mots, parce que les mots sont trop réducteurs, ils séparent. On utilisait des métaphores et des symboles qui rassemblent les différents composants d'une idée, d'une expérience. Et en voyant un symbole, l'ancien Égyptien comprenait. Mais en mettant des mots, il perdait le sens profond, il perdait les liens entre les éléments de l'éventuelle analyse. Les peuples premiers et les peuples traditionnels font encore ça aujourd'hui, ils écoutent le monde. Et toute leur volonté est ensuite de se conformer aux lois du monde. À travers des rituels. Tout d'un coup, au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, il y a une bande de philosophes qui disent non, on n'écoute plus le monde, on le pense. Et c'est Démocrite qui va vous dire le monde est un ensemble d'atomes, atomos, la plus petite partie divisible. Et du coup, il va conceptualiser ça, se le représenter, et on finit par trouver des atomes. Mais aujourd'hui, on sait que la plus petite partie divisible n'est pas l'atome, parce que dans l'atome, il y a des particules, des sous-particules, et puis des cordes, et puis il y a un niveau vibratoire, un niveau énergétique. Mais on peut couper en petits morceaux jusqu'au bout. On risque de perdre la vision de l'ensemble. Et ce miracle grec a abouti à ce que nous vivons aujourd'hui dans un monde morcelé, où nous vivons même morcelés, où nous parlons, on ne s'entend pas parler, mais on dit j'ai mon corps, mais non pas mon corps, moi dans ma dimension corporelle. Ça c'est juste, moi dans ma dimension corporelle. Mais c'est pas mon corps, parce que alors, qui suis-je moi et ce corps c'est qui, il appartient à qui? Ça devient juste. Donc c'est de repenser toute la façon de se représenter tout ça et d'en parler. Et d'en parler si possible de façon simple, tangible, reliée à l'expérience.
quand Reich a proposé la végétothérapie, ces mouvements qui permettaient de libérer les tensions, les contractures, libérer la posture, libérer la structure, remettre l'être en mouvement, il a été écouté au départ aux États-Unis, parce que la chance c'est qu'il est parti là-bas. Il y a eu la guerre, il a dû quitter l'Autriche, il est parti. Et là-bas, il y avait une ouverture, le dogme psychanalytique n'était plus aussi puissant. Mais les psychanalystes ont été très hargneux à son sujet. Et quand Reich, qui était qu'un visionnaire, un génie, hein, mais un peu fou, le génie et la folie, c'est très proche, a commencé à parler du concept énergétique de tout ça, et le conceptualiser sous forme de l'orgone, et dire qu'il avait une machine qui pouvait capter l'orgone, là on l'a pris pour un dingue, il a fini en prison. Cet homme a fini en prison. Pour moi c'est un martyr, comme Galilée, comme d'autres. Mais il avait un élève, deux élèves, Alexander Lowen et John Pierrakos, qui tous les deux ont repris le flambeau et ont créé l'analyse bioénergétique. C'est pas Lowen tout seul, c'est John Pierrakos et Alexander Lowen. Mais à un moment donné, ils se sont séparés parce que Pierrakos vivait avec Eva Brock, qui était une médium, un peu channel, comme on dit aux États-Unis. Elle canalisait des inspirations. Alors, ça vient d'où? Ça vient peut-être de là, hein. On n'est pas obligé d'être en contact avec un ange sur un nuage. Il y a des inspirations profondes. Il y a une connaissance profonde en nous, une sagesse profonde à laquelle on peut avoir accès. C'est cette sagesse dont parlent les Indiens, la prajna. Et qui, apparemment, est à l'origine de toute la connaissance de l'Ayurveda, où c'était des yogis qui, en méditation, dans ce grand silence, avaient accès à la connaissance, à la prajna, qui n'est pas le savoir intellectuel qu'on apprend dans les bouquins, mais qui est quelque chose qui émerge de profondément inscrit en chaque être, dans les mémoires de la vie. Et ça, c'est les rishis, hein, qui ont écrit les Védas, la connaissance, qui a donné l'Ayurveda, la connaissance de la vie, la grande médecine de l'Inde. Et tout le travail de Lowen et Pierrakos a consisté à replonger dans cette connaissance à travers l'expérience et à comprendre que nous étions matière, bien sûr, ce corps qui a des postures et des déformations de structure, mais nous sommes aussi de l'énergie qui est contenue dans les émotions que ce corps a enfermées en lui. Et cette énergie, quand on la libère, elle dégage de l'information. Et cette information va être exprimée sous forme de représentation, de pensée, de croyance, de discours. Matière, énergie, information. Et donc, fatalement, ils vont introduire cette idée de bioénergie. Et ils vont en faire une psychanalyse bioénergétique pour ne pas se mettre à dos les psychanalystes. C'est fascinant. Et Pierrakos va plus loin que Lowen. Pierrakos va plus loin que Lowen. Parce qu'il sent bien, avec cette femme très spirituelle, qu'il y a une dimension à laquelle Lowen n'a pas accès, parce que lui veut rester du côté très médical. Médecine de l'époque, une médecine très matérialiste malgré tout. Et Pierrakos va se dissocier et créer ce qu'on appelle le core energetics. C'est une façon d'aborder en thérapie, à travers le mouvement, la libération, mais une dimension qui va au-delà de la personnalité, au-delà de la névrose, jusqu'au cœur de l'être, dans ce noyau de vitalité qu'on appelle le soi, avec un grand S. Et j'insiste et je fais des mouvements pour que vous vous le mettiez là. Il faut arrêter de parler du soi sans bien définir de quoi il s'agit. Je vais prendre l'écran là. Non, 2 secondes, 2 secondes. Pourquoi je prends le tableau? Parce que parfois, un petit dessin, ça aide. Nous sommes les victimes dans la langue francophone, en particulier dans la langue francophone. Je vois ça dans les traductions de mes livres, hein, quand
ils sont traduits dans d'autres langues, on doit faire très attention parce que parfois on peut changer tout le sens de quelque chose quand la traduction n'est pas juste. Et dans chaque culture, il y a des subtilités dues à l'histoire de la langue. Or, dans la culture francophone, il y a quelque chose qui est très perturbant. Nous avons une langue très riche, mais c'est une langue très poétique. Et un mot peut vouloir dire plein de choses. Par exemple, on dit volontiers un lien corps-esprit. Oui, mais esprit, c'est quoi? Parce que si vous parlez à un prêtre, l'esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est une entité transcendante. Et pour vous parler à un psychiatre, il vous dit, mais c'est la pensée, l'esprit, c'est la pensée. Mais non, c'est pas la même chose. Et en anglais, on n'a pas ce problème, parce qu'on ne va pas parler d'une médecine corps-esprit, body-spirit. Non, on va parler d'une médecine body-mind. Le mind, c'est le mental. C'est toute cette capacité cognitive, nos mémoires, notre analyse, nos représentations, nos croyances, nos schémas, nos conditionnements. Ça, c'est le mind. Le spirit, c'est une autre dimension. Et on pourrait dire que nous avons une dimension de corps, body. Nous avons une dimension émotionnelle qu'on pourrait appeler le soul, ce qui nous met en mouvement. Toute cette émotion, emovere en latin, mettre en mouvement. L'émotion contient l'énergie qui va motiver l'action, qui va soutenir l'action. Et puis, le mind, la pensée qui parle de tout ça. Et le mind, pour parler de lui-même, invente une entité qu'on appelle le self, le moi. Cette entité qui dit je, ego en latin, l'ego. L'ego, l'idée de moi, vient du mind, vient de la pensée qui a besoin de parler d'elle-même. Et pour parler d'elle-même, elle définit une entité complètement virtuelle. Parce que ce moi n'est absolument pas quelque chose de stable. C'est un ensemble de pensées, d'émotions, de croyances, de ressentis, mais qui change tout le temps. Et pourtant, nous sommes totalement identifiés à ça. Ça, c'est moi. Et du coup, on peut aller jusqu'à des absurdités de vouloir tuer l'autre s'il ne croit pas ce que nous croyons. Parce que, comme je suis identifié à ce que je pense, si tu ne crois pas la même chose que moi, mon identité est remise en question. Donc je suis obligé de te faire la guerre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans des guerres culturelles et des guerres religieuses. Parce que moi, le mental a pris toute la place. Et en particulier dans une culture comme la nôtre, qui depuis la Grèce ancienne, a valorisé le mind. Cette capacité d'analyser, de comprendre, cette intelligence qui veut dominer le monde. Mais n'oublions pas qu'il y a le spirit, l'esprit, que nous pourrions traduire par the consciousness, la conscience. Et la conscience n'est pas le mental. Même si, encore aujourd'hui dans le monde médical, très souvent on dit « Ah oui, il a conscience, il a perdu conscience, il est plus conscient. » Et ça, c'est la conscience intellectuelle qui fait partie du mind. C'est la capacité de se dire « je », moi. Et je ne suis plus capable de dire « je » parce que là, j'ai perdu la conscience de moi. Mais la conscience dont on parle ici, ça n'a rien à voir. C'est la pure conscience. Et la pure conscience, elle ne pense pas comme le mental. Elle n'analyse pas. Elle ne juge pas. Elle ne commande pas. Simplement, elle constate. Et ça, on ne peut le comprendre que si on pratique la méditation. Si on est capable de contemplation. Si on est capable, par une focalisation de l'attention, de ne plus laisser le mind s'emballer à penser tout le temps
moi, et j'ai été ça, et je serai ça, et il va se passer ça. Et il a besoin, le mind, de faire ça. Sans ça, il y a un sentiment de plus exister, de plus d'existence. Mais au plus on va l'apaiser, en focalisant, en ne laissant pas les pensées s'emballer, en constatant simplement ce qui surgit dans le champ de l'attention, alors le mind commence à s'effacer, le mental commence à s'apaiser, et la conscience peut s'éveiller. Et remarquez que je ne dirai jamais ma conscience, mais la conscience. Je peux dire mon mental, parce que le mien n'est pas le même que le tien, que le tien, que le tien. On a des mentals très différents, en fonction du conditionnement de notre histoire, des croyances que nous avons emmagasinées, de nos souvenirs, de nos expériences de vie. Ça, c'est notre mental, il est chacun individuel, personnel. Mais la conscience, c'est la même chez tout le monde. La conscience constate. Elle est non personnelle. Elle est universelle et elle est probablement dans tout, y compris dans ce tableau. Chacune des molécules de ce tableau a la conscience. Mais non, c'est pas possible. Une molécule ne pense pas. Je ne vous ai pas parlé de pensée, nom d'un chien. Je vous ai parlé de conscience. Bien sûr que la molécule ne pense pas, mais elle perçoit. Si j'appuie sur le tableau, la molécule, elle perçoit la pression. Elle ne va pas dire, tiens, il y a une pression. Oh, et le monsieur qui a pressé, il est sympathique. Non, ça c'est le mental qui fait. Et c'est un attribut plus assez humain, c'est intéressant, mais non, ce n'est pas la conscience. La molécule, elle perçoit la pression et elle va s'adapter. Elle va changer de position, elle va peut-être avoir une vibration différente, parce que le vivant est conscient. Et aujourd'hui, je suis tellement réjoui quand je vois quelques livres en librairie qui apparaissent sur la conscience des animaux, la conscience des végétaux. On commence à arriver, ça vient, il est temps. Il est temps qu'on quitte ce monde du mental pour rentrer dans le monde de la conscience, dans le monde du spirit, c'est-à-dire, il est temps qu'on refasse de la spiritualité. Avec quoi il vient maintenant celui-ci, la spiritualité? Mais si, parce qu'on en parlait, le livre merveilleux de Lowell, La spiritualité du corps. Mais ça ne parle pas de ce mental, ça parle de la conscience. La conscience éveillée en nous. L'éveil spirituel, ce n'est rien d'autre, hein. C'est l'éveil de la conscience en nous. Et pour qu'elle puisse s'éveiller, il faut non seulement que le mental se taise un petit peu, mais il faut que le cœur s'ouvre. Il faut qu'on ait une capacité d'accepter ce qui est, d'accueillir ce qui est, de ne pas le juger, le commenter, l'analyser, le nier, juste accueillir. Et ouvrir le cœur n'est pas un concept. Il ne s'agit pas simplement de se mettre dans la méditation et de dire j'aime tout le monde. Ça peut aider. Mais nous qui travaillons avec le corps, ça se travaille dans le corps, l'ouverture du cœur. Je n'enseigne pas, mais je suis maître de Qigong, je pratique le yoga depuis l'âge de 9 ans. Je sais combien les pratiques tantriques, parce que le tantrisme, qu'est-ce que c'est, hein? C'est pas simplement des pratiques sexuelles qu'on fait dans des ateliers pour les bourgeois qui ne savent plus comment s'y prendre. Non. Parce que c'est un peu ça aussi, hein. Le tantrisme, c'est un des fondements de notre humanité, qui remonte à des milliers d'années, qui vient de pratiques chamaniques, qu'on retrouve dans le nord de l'Inde et qui a inspiré tout le courant de l'hindouisme et par la suite tout le courant du bouddhisme. Le tantrisme, c'est simplement la connaissance de l'énergie et de la conscience, qui ne sont qu'une chose. Et à travers différentes pratiques méditatives, sexuelles, bien sûr, parce qu'il y a un endroit où le corps est convoqué et toute la conscience peut être réveillée, c'est dans la sexualité. Mais ce n'est pas que là. Et ce tantrisme nous enseigne que tout doit passer par l'ouverture du cœur, mais une ouverture physique, énergétique. On ouvre la poitrine, on libère ça, on sent cet espace intérieur, on propre et au figuré qui s'élargit. Et surtout, on sent cette énergie d'acceptation sans condition se répandre dans tout l'être.
Et là, la détente se produit. C'est Swami Prajnampad, sage indien, qui disait chaque fois que vous permettez à quelqu'un de se détendre, vous l'aimez. Et chaque fois que vous aimez, vous vous détendez. Ouvrir le cœur. Alors, le mental commence à s'apaiser et la conscience peut s'éveiller. Et cette conscience est un espace paisible, silencieux et aimant. Mais silencieux, hein, la conscience ne bavarde pas. Elle ne fait que constater. C'est les yeux d'un enfant. On est fasciné quand on rencontre un nouveau-né. On est là, waouh, on plonge dans un océan. Et ce nouveau-né nous regarde émerveillé, mais il ne pense pas, hein, il n'a pas de cortex encore, le cortex n'est pas encore fabriqué, il ne pense pas, tiens, elle a des jolis yeux, tiens, elle ressemble à ma grand-mère, je ne sais déjà pas qui est sa grand-mère. Le nouveau-né, il est juste dans la perception et la réaction, immédiate, via l'émotion et le mouvement. Mais il perçoit, il est conscient, la conscience est éveillée en lui, et le mental ne vient pas encore trop barrer ça avec des croyances, des a priori, des références. Et nous, quand on est face à ce nouveau-né, on entend ce silence de la conscience. Silence. Paix. Et amour, dans le sens acceptation. Mais qu'est-ce que l'amour si ce n'est que l'acceptation sans condition de ce qui est? Attention, accepter ne veut pas dire se résigner, c'est pas parce qu'on accepte de ce qui est qu'on est obligé de s'y résigner. Après, une fois qu'on a accepté, on peut en faire quelque chose, on a des choix. Et la conscience est précisément l'espace du choix. C'est là que tout se redéfinit. C'est comme un grand vide, mais un vide plein. Ce que les bouddhistes appellent une vacuité. La conscience, c'est la nature ultime de tout. C'est la vacuité, un grand vide rempli de tous les potentiels. Et ça rejoint exactement le vide dont parlent les physiciens quantiques. Le vide où émergent tous les phénomènes en fonction de la conscience, puisqu'on sait aujourd'hui en physique quantique que c'est la conscience qui va choisir si ce que nous vivons est d'ordre particulier, matériel, ou ondulatoire, vibratoire, énergétique. C'est fascinant. On ne va pas rentrer dans la physique quantique aujourd'hui, et même les physiciens quantiques parfois s'y perdent. Mais ça ouvre à une perspective gigantesque qui demande un changement de paradigme complet, où ce n'est plus la matière qui, en se complexifiant, devient consciente, le cerveau qui se complexifie, et nous vivons avec cette croyance, hein. C'est le cerveau qui s'est complexifié, et un jour on devient conscient. Mais dans ce paradigme-là, c'est la conscience qui crée l'expérience matérielle. Ce que nous disent toutes les spiritualités depuis la nuit des temps. C'est la conscience, l'œil divin, Dieu, vous pouvez l'appeler comme ça, la vie, on s'en fout, qui crée l'expérience matérielle. Ça c'est pour nos esprits, c'est quasi impossible à imaginer. Même si c'est ce qui est raconté dans tous les grands mythes, c'est ce qui est raconté dans toutes les grandes cultures, mais que depuis 300 ans, et déjà nourri par le miracle grec qui nous a coupé de ça, qui n'écoutait plus mais qui pensait, et qui a valorisé le mental, nous sommes totalement identifiés à ça. Nous avons des moi surdimensionnés, individualistes et égotiques, et nous vivons dans la névrose. Ah, il y a du boulot, hein, on n'est pas au chômage, on a du boulot, nous sommes dans la névrose. Mais précisément, c'est à ça que je voudrais en venir en redéfinissant quelques mots. Si nous regardons l'être que nous sommes, et si nous ne voulons pas faire la confusion entre le self et le self, non mais vous allez voir, c'est vraiment fascinant. Moi ça me passionne en tout cas. Cet être que nous sommes, lorsque nous le rencontrons, ce que nous voyons de lui, c'est une couche très superficielle. Que nous pourrions appeler un masque. Et nous portons des masques. 90% du temps, et peut-être davantage, nous sommes masqués.
Parce que nous avons quelque chose à cacher, juste derrière, qui est un ensemble de peurs, de blessures, de souffrances. Nous sommes un abîme de souffrance. Nous le voyons dans nos travaux avec des patients. Tout d'un coup, ça s'ouvre. Oh, quand ça sort, ça sort. Hein. C'est un puits qui part sans fond. Et autour de ces souffrances, des défenses. Et dans l'analyse des caractères, Reich avait si bien montré les 5 grandes défenses. Du schizoïde qui s'enfuit. La fuite est la première défense du vivant. Hein. Vous prenez une cellule, vous mettez un toxique dessus, hop, rétraction. C'est pour ça qu'Henri Laborie avait écrit l'éloge de la fuite. La grande défense du vivant, c'est de fuir, c'est de se retirer. Les animaux, on en a peur, mais vous marchez, ils s'en vont. Hein. Il faut vraiment les agresser pour qu'ils vous agressent. Moi, je vis beaucoup en Égypte, je marche à pieds nus n'importe où. Je n'ai pas peur des serpents, même dans la campagne où je vis. Parce que je marche comme ça. Et si je marche comme ça, je sais qu'il n'y a aucun serpent qui viendra. La moindre vibration, il se barre. La fuite. Reich a montré que la deuxième grande défense, c'était l'effondrement, l'oralité. Oh, je remplis. Autour de ce troisième chakra-là. Et l'aspirateur, merveilleux, merveilleux. Et puis la troisième défense, la fermeture du masochiste. Avec cette colère rentrée là, il est prêt à exploser, mais il a mis un masque par-dessus. Il est signaleux, c'est gentil. Il a envie de tuer tout le monde, mais il n'en est même pas conscient. Et la quatrième grande défense, le contrôle, sortir de soi pour contrôler le monde extérieur, la psychopathie, ce narcissisme qui vient cacher une si grande manque de confiance. Et bien sûr, la dernière, la rigidification. Je suis parfait, adéquat, tout le monde va m'aimer. Et je suis tellement lisse que j'en deviens même plus vivant. Et surtout, j'ai créé tellement de défenses qui me séparent du noyau de ce que je suis vraiment, mais qui me séparent des autres aussi. Et en plus, je ne montre même pas que je veux me séparer. C'est ce que j'avais expliqué dans le travail d'une vie, hein. Ce séparateur en nous ne veut même pas le montrer et il porte des masques. Masque de l'amour. Je t'aime, je peux plus même, mais je t'aime. Bien entendu, je suis attaché. Et je suis attaché, ah ça marche très bien pour l'oralité. Hein. On s'aime tous les deux, on est bien, cette fusion est tellement bonne. On ne se quittera jamais. Hein. Masque de l'amour du masochiste aussi, hein. Et avec ça, qu'est-ce que je vous sers, ma petite dame, hein? J'ai des bonnes poires aujourd'hui. Et il est mielleux, et il est mielleux. Et en fait, à l'intérieur, comme je vous disais, il a juste envie de tuer tout le monde tellement. Ses besoins ne sont pas respectés, tellement, comme il ne dit pas ses besoins, on lui marche dessus. Masque de la sérénité. Moi, tout va bien. Tout va bien chez moi. Ça, c'est parfait pour le schizoïde. Hein. C'est les autres qui ont un problème. Moi, je suis très spirituel. Avec j'ai mépris quand même. Pour justifier qu'on ne va pas en contact avec les autres, il faut quand même dire qu'ils sont quand même inférieurs à nous, ils ne peuvent pas nous comprendre. Ils nous comprendront jamais, mais c'est pas grave, parce que nous sommes tellement élevés spirituellement. Masque de la sérénité, du rigide aussi, hein. Rigide, formidable. Ça va? Oui. Tout est parfait chez nous. Les enfants ont réussi à l'école, on est parti en vacances, c'était génial. Et comment tu trouves une nouvelle coupe de cheveux? Et t'as vu, j'ai acheté la robe qu'il faut, hein, à la mode, hein, et la bonne marque. Formidable, la sérénité du régime. Tout ça, c'est de la non-vie. Hein. La sérénité, c'est de la non-vie. C'est de l'absolu sérénité. Il faut apprendre à décoder ces masques. Hein. Et puis, il y a le masque du pouvoir. Fais-moi confiance, c'est pour ton bien que je dis tout ça. Que les psychopathes utilisent
volontiers. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Tout ça pour dire que ces masques cachent cette personnalité. Oh, personnalité, hein? J'écris toujours du mal, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et cette personnalité, avec le masque, ça forme le moi, qu'en anglais on appelle le self. Le self, le moi. Avec un petit s. Et c'est pour ça qu'en anglais, vous trouverez alors dans les textes originaux, souvent le moi, le soi avec un grand S et le moi avec un petit s. Mais comme cette différence n'a pas suffi, on a souvent introduit le higher self et le lower self. Le higher self, c'est le vrai self, et le lower self, c'est le moi, le petit moi. Où on a aussi introduit the true self. The self et the true self. Le vrai moi, le vrai soi. Mais c'est compliqué, parce qu'en français, on confond tout ça. Et pourtant, c'est important, car une fois qu'on a traversé le masque, une fois que les masques tombent, généralement dans des crises de vie, hein. Plus on arrive à le finir, alors ça tombe. Tout d'un coup, on voit le chantier qui est derrière, toute cette souffrance qu'on ne voit pas tout de suite. On va d'abord voir la défense. Et on est identifié à ces défenses, on ne veut pas les lâcher. Ça, j'existe plus. Exister, qui vient de existare en latin, qui veut dire se poster à l'extérieur, je suis dans le monde. Ça n'a rien à voir avec être, qui vient de essere en latin, qui a donné essentia. Je suis dans mon essence. C'est quand tout ça a disparu, il reste quelque chose. Tout au fond, l'être. Le vrai soi. Alors dans le travail que nous faisons, quand les masques sont tombés, les gens viennent nous voir parce que, oh, voilà, la vie est dure, ils se rendent bien compte qu'ils sont dans des phénomènes de répétition en plus, hein, où tous, on recommence le même drame sans arrêt, parce qu'évidemment, c'est la définition de la névrose. Dès que nous utilisons une attitude névrotique, une défense, nous recrions exactement ce que nous essayons d'échapper. J'ai peur d'être abandonné, je suis là en train de m'effondrer, d'aspirer l'air aux autres, parfois j'ai même pas besoin de parler, je les dis tout seul. Hein. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, vous êtes à un dîner, vous sortez crevé du dîner, la personne à côté, elle vous a pompé toute votre énergie. Elle n'a même pas dû parler. Il y a des spécialistes, il y a des aspirateurs. Mais après, quand on sent ça, on s'en tient un peu écarté. Et du coup, la personne, elle est reblessée, elle revit l'abandon. Elle ne se rend pas compte que c'est son attitude, sa défense, de vouloir trop de fusion, trop prendre à l'autre, qui fait que l'autre est obligé de s'écarter, donc on peut la reblesser. Je suis dans mon masochisme, complètement fermé. Je ne veux pas que les autres voient qui je suis, je ne montrerai pas, je ne parle pas, mais je proteste par mon inertie, ma colère est rentrée, je ne dis pas mes besoins, je ne dis pas mes limites. Ah ben les autres, ils marchent sur mes pieds. C'est ma faute, c'est moi qui devrais juste ouvrir un petit peu et dire « Hé, là c'est mes limites, là je ne peux pas. » On a tellement peur d'être humilié si on fait ça. Donc on se reblesse. C'est le psychopathe qui veut contrôler le monde extérieur parce qu'il a tellement peur que ça lui échappe. Et à la longue, le monde extérieur ne pense qu'à une chose, c'est échapper à son contrôle. Et donc il dit, voyez, j'ai raison, il n'y a personne qui obéit comme je dis. Et oui, mais si tu ne fais que contrôler, que tu ne fais jamais confiance, les gens, ils peuvent qu'essayer de passer sur le côté. Et cette névrose, ça se répète, ça se répète. Alors on voit les gens en consultation qui viennent, ils laissent tomber un petit peu le masque. Enfin, déjà, c'est tout un travail, ils acceptent de le faire. Puis ensuite, ils commencent à voir que, ben oui, ils ont des défenses, et qu'elles sont contre-productives. Et que derrière ces défenses, il y a des blessures, il y a des peurs. Mais ils doivent ouvrir leur cœur, parce que s'ils n'ouvrent pas leur cœur, ils ne peuvent pas accepter tout ça. Et ils restent dans ce mental qui est identifié à moi, à tout ça. Et ils ne peuvent jamais aller dans la conscience qui regarde tout ça. La conscience, c'est la lumière en nous. Les anciens Égyptiens l'appelaient Ra, le soleil. Et la lumière alors peut commencer à diffuser, à éclairer tout ça. Elle va le voir.
Et en le voyant, elle va irradier. Et cette lumière, cette conscience, je vous l'ai dit, elle est silence, elle est paix, elle est amour. Elle peut accepter tout ça. Elle peut accueillir tout ça. Dans toutes les dimensions. C'est-à-dire dans la dimension corporelle, elle peut sentir, mais oui, c'est vrai, je suis tendu. Mais oui, c'est vrai, je suis fermé. Mais oui, c'est vrai, je suis crispé. Mais oui, c'est vrai, j'ai tendance à m'effondrer. Elle peut l'accepter dans la dimension émotionnelle. Oui, c'est vrai, je suis traversé quand je m'effondre, j'ai peur. Ou je me sens démuni. Oui. Elle peut enfin l'accepter dans cette dimension intellectuelle de dire ce que je croyais être moi n'est peut-être pas ce que je croyais. Je ne suis pas cet homme performant, toujours alerte, toujours parfait, toujours capable de dominer les situations. Je suis aussi cet être vulnérable, qui a des émotions, qui a des sensations et qui a un corps qui se défend de façon automatique, conditionnée dans un système de névrose qui fait que je répète. Et ce n'est possible que quand la conscience s'éveille. Et la conscience s'éveille quand le cœur s'ouvre, quand on peut calmer le mental et regarder qui nous sommes, sans jugement, dans une profonde humanité, dans une profonde spiritualité. Et alors nous avons une sorte de mandala, comme un œil qui regarde. L'œil de Dieu en nous. L'œil de cet espace paisible, silencieux, aimant, dans lequel tout est capable d'être créé. L'œil créateur. C'est là que nous pouvons faire des choix. C'est là que quand j'ai assez de distance, parce qu'il y a assez de silence, je peux tout d'un coup me dire, ah oui, c'est vrai, j'ai tendance à m'effondrer. Et c'est vrai que c'est parce que je n'ai pas confiance en moi et que je crois toujours que c'est les autres qui doivent me remplir. Et c'est vrai que si je fais l'effort de me remplir, mais pas simplement dans ma tête, je le fais dans mon corps, et que je sens ça. À l'école de la présence thérapeutique, on fait tout un travail notamment sur les chakras, parce que Reich avait si bien montré les différents anneaux, les différents diaphragmes de contention, mais ça correspond aux chakras de la tradition de l'Inde. Et quand on travaille sur ces chakras, qu'on apprend à les sentir de façon tantrique, énergétique, et qu'on peut travailler, on peut aider une personne qui, par exemple, est dans sa blessure d'abandon, simplement en l'aidant à s'ancrer déjà, et une fois bien ancré, laissant monter l'énergie jusqu'au 4e chakra, et redistribuant par l'intérieur vers le 3e. C'est hallucinant ce qui se passe quand vous faites ça. C'est un travail d'une subtilité. Vous devenez maître de l'énergie. Vous devenez maître de vous-même, pas maître de votre corps. Maître de vous-même, c'est-à-dire de vous qui est corps, émotion, pensée. Parce que le seul maître de tout ça en nous, c'est la conscience. Et le travail que nous faisons, si nous voulons bien l'inscrire dans une dimension spirituelle, c'est un travail d'éveil de l'esprit en nous, c'est un travail d'éveil de la conscience. Si vous voulez bien définir la conscience comme l'esprit, et pas le mental comme l'esprit. Et aujourd'hui, vous parliez là tout à l'heure de cet engouement pour la méditation dite de mindfulness, dite de pleine conscience. J'ai parlé avec la traductrice elle est belge d'ailleurs, la traductrice qui a traduit les livres de Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn que je connais et qui vraiment a fait ce travail magnifique, lui-même issu d'une tradition bouddhiste, jeune étudiant, après le bouddhisme, méditant, et puis à un moment donné, se disant mais comment apporter ça dans le monde qui n'a pas trop envie d'entendre parler de la méditation, et qui débarrasse la méditation de son folklore. Et je ne dis pas folklore dans un sens péjoratif, je dis folklore, folk, populaire, quelque chose d'une tradition populaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas obligé d'être habillé dans une toge orange pour méditer. Donc il a débarrassé tout ça, et il a essayé de garder un fondement. Et il a apporté ce qu'il a appelé la mindfulness. Mais si vous écoutez bien, mindfulness, ça ne veut pas dire pleine conscience. Ça veut dire plein de mind, plein de mental. Et c'est vrai que la mindfulness, c'est d'abord un exercice sur le mind.
sur le mental. Et on va utiliser une des capacités du mental qui s'appelle l'attention, qu'en anglais on va appeler awareness. D'accord? De nouveau, les Anglais, ils ont plusieurs mots, hein. Ils ne vont pas confondre awareness et consciousness. Et donc, mais oui, mais c'est fascinant. Ils ne vont pas confondre consciousness et awareness. Donc, la mindfulness, c'est la pleine awareness, le plein de mind, le full mind, pleinement là, avec son attention. Et c'est la première étape de la méditation. Et quand on est un méditant, ça fait 30 ans que je médite, on sait qu'il y a tellement d'autres étapes derrière qui vont à l'éveil de la conscience. Et c'est pas si compliqué, on va en faire une ensemble dans un instant. Et si vous voulez bien voir que mindfulness, c'est revenir dans l'instant présent et être simplement attentif, aware. Ça me fait penser à vous aussi, notre compatriote, comment il s'appelle? I am aware, full aware. C'est ça. Mais vous savez que cet homme n'est pas sot, hein. Il est en profondeur et je pense qu'il joue un personnage, mais il y a quelque chose en lui qui a été bien visité, tout ça. Et on ne fait pas la carrière qu'il a fait si on n'a pas un minimum de colonne vertébrale. Mais bon, en attendant, I am aware, je suis pleinement présent, attentif à ce qui se présente dans l'instant présent. Et qu'est-ce qui se présente dans l'instant présent? Toutes sortes de phénomènes. Des phénomènes extérieurs, j'entends la soufflerie, je vois un tel bouger, je vois un autre qui tousse, ok. Mais il y a aussi des phénomènes intérieurs. Toutes mes sensations, toute ma proprioception, toute ma kinesthésie. Mais il y a aussi des émotions, qui sont des phénomènes corporels, qui vont passer par la sensation. Des émotions qui vont donner des sentiments, car quand l'émotion est représentée, elle devient un sentiment. Et là aussi, on devrait bien faire la différence entre l'émotion et le sentiment. Le sentiment n'étant que la représentation du phénomène émotionnel, en fonction d'une bibliothèque, en fonction de différentes références que nous avons en nous. Et nous sommes aussi aware de phénomènes de pensée, d'images et de pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, dans le mindful. Quand on fait ça, progressivement, sans laisser la pensée partir, hein, ou les émotions s'emballer, ou juste constater, le mind finit par s'apaiser. D'autant plus, et ça les pratiques méditatives ont bien compris, si on focalise cette attention sur la respiration. Car le fait de respirer, vous le savez, j'imagine, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, la respiration. C'est la seule fonction dans l'organisme que nous pouvons commander, mais qui est aussi automatique. C'est la seule fonction. Les battements de cœur, vous ne pouvez pas les commander. Mais par contre, la respiration, elle est automatique, mais on peut aussi décider de l'amplifier, de la diminuer. On a un contrôle sur la respiration. Et quand nous respirons, le nerf vague qui traverse ce gros muscle, ce gros beefsteak qui est le plus gros muscle de l'organisme, qui nous coupe littéralement en deux, ce grand muscle respiratoire qu'on appelle le diaphragme respiratoire, parce qu'il y a d'autres diaphragmes, un diaphragme pelvien, plusieurs diaphragmes en eau, mais il y a ce diaphragme respiratoire. Eh bien, lorsque nous respirons, nous activons les mouvements du diaphragme, et du coup, nous respirons en conscience et pleinement, hein, et du coup le nerf vague qui traverse va être stimulé. Or, le nerf vague véhicule les influx parasympathiques, qui sont les influx qui commandent la détente, et qui viennent contrebalancer les influx sympathiques, qui, eux, créent des réactions de stress, de tension. Et l'équilibre entre les deux, entre ce yin et ce yang, parce que finalement, les Chinois ne parlent pas d'autre chose, de cet équilibre subtil entre la poussée et la réceptivité. Eh bien, en respirant, nous activons le rééquilibrage. Attention que quand on hyperventile, on peut même tomber en syncope parce que le nerf vague
est trop activée. On peut avoir une chute de tension à ce moment-là. Hein. Attention quand on fait respirer les gens. Mais la respiration est un outil hyper puissant pour créer cet apaisement et qui va avoir une répercussion au niveau du cerveau sur les deux hémisphères du cerveau, en particulier sur les cortex préfrontaux, le gauche et le droit, qui sont en lien avec la gestion des émotions, émotions qui seront, alors attention là aussi, moi j'attache beaucoup d'importance au vocabulaire, on appelle aujourd'hui des émotions positives et négatives. Oubliez ça. Comment peut-on avoir un jugement moral sur des émotions? Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Et en science, on ne devrait pas avoir de jugement moral. On devrait juste constater ce qui est. Or, décrire ces émotions serait plus juste en disant des émotions agréables et désagréables. Ce qui est positif ou négatif, c'est ce que nous allons faire à partir de cette émotion. Comment nous allons utiliser l'énergie contenue dans l'émotion pour agir. Là, il y a un jugement moral que nous pouvons apporter. Mais sur le phénomène émotionnel en tant que tel, il est simplement agréable ou désagréable. Eh bien, le fait de respirer va créer une balance entre les émotions agréables et désagréables, entre la tension et la contraction, et donne alors une possibilité de rééquilibrage. Donc, dans la méditation, quand nous sommes en train de focaliser l'attention sur la respiration, le mental s'apaise, la détente s'installe. Nous pouvons alors commencer à respirer par la poitrine. Apprendre à nos patients à respirer par la poitrine, en conscience. Ouvrir ce qu'on appelle le quatrième chakra, le chakra du cœur. Et sentir l'énergie d'acceptation se répandre en nous. Le mental s'apaise encore plus. La détente s'installe encore plus profondément. Et à ce moment-là, plutôt que de focaliser l'attention dans une mindfulness sur tous les phénomènes de pensée, d'émotion, vous pouvez commencer à focaliser l'attention sur ce qui est au-delà. Au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Et vous pouvez commencer à entendre le silence. Le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Beaucoup de gens veulent créer le silence. C'est impossible. On ne crée pas quelque chose qui existe de toute éternité. Le silence était là avant que nous existions et il sera encore là après que nous ayons cessé d'exister. Pendant que je vous parle, j'entends le silence. Même quand je parle vite, j'entends ce silence. Et ce que je vous dis vient de ce silence. Il ne vient pas de ma tête. Il vient de quelque chose qui émerge plus profond. Il vient d'une sagesse toute profonde. Qui sait, qui connaît, parce qu'elle a fait l'expérience depuis des millénaires dans la conscience. L'esprit nous parle. Et c'est ça que l'ON voulait nous enseigner. Dans cette spiritualité du corps. Donc j'avais un message à faire passer ce matin pour conclure, parce que je crois que j'ai pu dépasser le temps. Revenez au silence intérieur. Apprenez à vos patients à entendre ce silence. Il est là. Il suffit d'écouter. Et un moyen très simple. Chacun vient bien avec lui-même. Je prends un 3 minutes. Non, il y en a pas. C'est pas grave, il y a un enseignement. Ramenez bien vers vous. Les deux mains posées sur le sol. Évitez de prendre appui avec le dos sur le dossier. Je vais vous proposer une petite méditation en 4 étapes. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'école de la présence thérapeutique en vidéo et en audio libre d'accès. On la trouve sur YouTube aussi et elle est décrite dans le livre Écouter le silence.
Première étape, je me pose, je me dépose, je me repose. Deuxième étape, j'ouvre le cœur. Troisième étape, j'écoute le silence à l'intérieur. Et quatrième étape, quand elle surgit, je deviens silence. Première étape, je me pose, je me dépose, je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture qui va me permettre d'atteindre l'état tout à fait particulier de la méditation. Un état de vigilance apaisé. C'est paradoxal. Vigilance apaisée. Les pieds sont posés sur le sol. Les épaules sont basses, un petit moulinet à l'arrière et repositionné bien basse. Le dos est bien droit, évitant de prendre appui pour rester dans cette vigilance. Les épaules sont à l'aplomb du bassin, ni penchées vers l'avant, ni retractées vers l'arrière. Les mains sont posées sur les cuisses, paume vers le haut, vers le bas, qui n'a pas d'importance. Le menton est légèrement rentré, de sorte que la colonne cervicale est comme étirée par un fil qui serait suspendu au sommet du crâne. Le regard est porté vers le bas et je vous encourage à ne pas fermer les yeux. Laissez les yeux entrouverts, comme les statues du Bouddha, qui n'ont jamais les yeux fermés. Car on reste en contact avec ce qui est ici et maintenant. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inspire. Expire, sans chercher à les influencer. Je constate tout simplement les mouvements respiratoires. Les mâchoires sont détendues, la bouche est entrouverte. Je laisse le souffle évacuer les tensions. Inévitablement, des sensations, des émotions, des images, des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Je reviens sans cesse à la constatation du mouvement de la respiration. Je me dépose. Peu importe les sensations, les émotions, les pensées, je reviens sans arrêt à la constatation des mouvements de la respiration. Progressivement, le mental s'apaise, le corps se détend, je me repose. C'est le moment alors de passer à la seconde étape et de focaliser l'attention sur la poitrine. Profitez de chaque mouvement respiratoire pour ouvrir la poitrine, ouvrir. Même de manière un peu caricaturale, car on ne se rend pas compte à quel point elle est fermée. Ça peut faire mal quand on commence à ouvrir la poitrine. Ouvrir, comme si un ballon gonflait à l'intérieur, repoussant le sternum vers l'avant, la colonne thoracique vers l'arrière, les côtes sur le côté, le diaphragme vers le bas. Ouvrir.
bouche entrouverte, laisse souffler, libérer les tensions. Ouvrir le cœur. Peu importe les pensées, les sensations, les émotions, je reviens sans cesse à l'ouverture du cœur. J'accueille, j'accepte ce qui est sans condition. Je laisse se répandre l'énergie de l'amour inconditionnel dans tout l'être. Et jour, les cœurs. Le mental s'apaise encore davantage. Le corps se détend. Et je peux alors porter mon attention sur ce qui est au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Au-delà des bruits extérieurs et intérieurs, il y a le silence. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Silence de la pure conscience qui regarde et accueille tout cela. J'ouvre le cœur. J'écoute le silence à l'intérieur. Autour de moi ou en moi. Je sais que je ne suis pas tout ça. Je suis la conscience qui regarde tout ça. Je suis le soi. Je vous encourage à pratiquer cette plongée très régulièrement. Et après, dans la vie de tous les jours, on peut y retourner, mais très vite. Et à un moment donné, on vit ça comme une méditation. On se voit. On voit le moi. Tout le temps. On le sent. Et on sait qu'on n'est pas le moi. On est le soi, le vrai soi. Celui dont parlait Jung quand il disait que nous étions dans un processus d'individuation, pas d'individualisation, d'individuation, qui fait que tôt ou tard dans la vie, les épreuves de la vie nous invitent à quitter moi pour aller vers soi. Et mettre notre vie au service, pas simplement de notre petit ego, mais au service de plus grand que nous, qui est en nous, la conscience, l'amour, la paix. Le silence. Je peux me permettre de vous dire merci pour cette conférence qui nous a installés, enracinés, être présents à chacun moment. Parce que je vois le temps passer. Et nous voudrions accueillir aussi Fanny Renaud pour parler de fasciathérapie. Merci à vous. Jamais applaudi. C'est pas de la fausse modestie, mais ça casse
énergies.